c'est parti pour la deuxième partie de cette journée internationale de la médiation professionnelle. Je rappelle que la thématique est parole d'enfant. Ce matin, nous avons vu l'enfant dans le milieu judiciaire. Là, la deuxième partie, c'est une table ronde. Table ronde avec un certain nombre de professionnels qui se sont donc rejoints pour évoquer enfants d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Alors, nous avons voulu que ce titre soit assez large parce que c'est d'abord quelque chose d'actuel, parce qu'on parle aujourd'hui d'enfants masqués, d'enfants en difficulté scolaire, d'enfants qui souhaitent une déscolarisation. C'est vraiment un problème d'actualité. J'ai à mes côtés Jean-Louis Lascou qui est là. J'ai Myriam Berada qui est donc avocat à Casablanca. Henri Sandro Mila qui est donc le président de la CPMN et médiateur professionnel. Joël Terrain qui est médiateur professionnel. Myriam Maradès, enquêtrice sociale. Anne-Séverine Godet, qui est donc avocat sur Avignon, Aïcha Sangaré, qui est donc la présidente de l'EPMN, Régis Fagot qui est un ami, qui est un enseignant mathématique, donc à la retraite. Et aujourd'hui, il est coach. Charline Basconès et Eve Billot, que vous verrez plus en avant cet après-midi, puisque c'est elles qui sont à la tête de la commission éducation et qui vont vous parler donc de l'enfant dans l'éducation à l'instruction. Merci de votre présence. Donc, cette table ronde, enfants d'hier, d'aujourd'hui et de demain, eh bien, je vous propose de la démarrer avec une petite vidéo que j'ai récupérée de l'INA et je ne vous en dis pas plus, ça permettra de lancer le débat. Regardez bien. En classe, il nous arrive de retoucher un poème d'enfant, mais quelquefois il n'y a absolument pas lieu. Aucourt est une petite commune de Meurthe-et-Moselle près de Longwy. Le directeur de l'école, M. Offalt, a communiqué à ses élèves son goût pour la poésie. Et il nous a expliqué comment, de la pédagogie classique, ils en sont venus à tenter une expérience passionnante. Alors, au point de vue technique, pour arriver au poème, nous partons donc vraiment de la leçon de vocabulaire. Ensuite, nous cherchons des rimes à partir d'un mot. Les enfants, donc au tableau, essaient de trouver pas mal de mots. Un vers proposé par le maître, les enfants essaient aussi d'en trouver un second. Et de fil en aiguille, on arrive à des petits poèmes, disons, de 2 strophes, de 3 vers. Pour ce qui est de la création, nous laissons les enfants nous donner des textes libres, ou alors on leur impose un sujet de rédaction. Et pour ce qui est de la poésie, on leur donne absolument libre cours. En classe, il nous arrive de retoucher un poème d'enfant, mais quelquefois il n'y a absolument pas lieu. Thierry, tu veux lire les 2 premiers vers, s'il te plaît? Le feu dans la cheminée danse, virevolte et s'élève. On s'aperçoit ici que vous avez un pied de trop. Les 2 verbes que vous avez ici sont jolis, non? Oui. Il faudrait peut-être remplacer le premier. Oui. Si bien que ce verbe, qui a combien de pieds? 2. Il faudrait trouver un verbe qui est un seul pied. Et plus tard, j'ai dit à mes élèves, pourquoi ne ferions-nous pas un disque? Alors nous voulions vraiment que ce soit une œuvre assez originale. Les poèmes étaient 2 et j'ai composé la musique d'accompagnement. Un glaçon transparent, suspendu à un pan, pleurait tout doucement. Il donnera son eau lentement dans un seau, disparaîtra bientôt. Remplacé il sera par cette goutte-là qui bientôt tombera.
Voilà pour démarrer cette table ronde. Alors, bon, personnellement, ça me rappelle parce que j'étais sur les bancs, j'avais leur âge, hein, vous saurez tout sur mon âge, mais j'avais leur âge en 71. Ça me fait penser donc à aussi une citation. Vous savez que le symposium de la médiation professionnelle qui donc a eu lieu en octobre était sous l'égide de Albert Jacquard. Albert Jacquard qui a été donc cité, la promotion Albert Jacquard de cette année de médiateur professionnel. Et Albert Jacquard donc avait indiqué, il est criminel de dire à un enfant tu n'es pas doué, tu n'es pas capable, tu vas échouer. On provoque l'échec de certains de ces enfants. Et quand on apprend à des enfants, par exemple à l'école, à se battre, dit-il, à se dominer les uns les autres, à être des gagnants en risquant d'être des perdants, on peut dire que nous sommes une société qui marche à l'envers. Dire à un enfant « tu vas être premier » à la réflexion, c'est également un crime. Et il vous dira que l'intelligence n'est pas quelque chose que l'on reçoit, c'est quelque chose que l'on construit. Donc, l'idée est lancée sur la notion d'apprentissage qui pourrait commencer le débat dans le cadre de cette table ronde. Oui, le petit film, effectivement. Ce qu'on peut voir, alors bien sûr, hein, je ne le dis pas et je ne le dis pas pour te vexer, Edith, parce que je suis même bien plus âgée que toi, mais on voit bien que c'est d'une autre époque. Cependant, ce qui est vraiment intéressant, notamment, moi, ce que j'ai observé, il y a la posture des élèves hein, qui sont très disciplinés, en fait, ils sont dans un cadre de discipline. Ceci dit, dans ce cadre, ce qu'on peut voir, c'est que avant, il y avait beaucoup plus de respect vis-à-vis des enseignants, de la part des élèves. Et ce qu'on observe dans cette vidéo, c'est qu'en fait, l'enseignant, lui, déjà, il respecte. Je dis pas qu'aujourd'hui c'est pas fait, mais ce qu'on observe là, en tous les cas, c'est qu'il y a un vrai respect des enfants et de leur créativité. Alors, certes, à un moment donné, il parle des poèmes qui sont réalisés par les enfants, qui parfois peuvent être retouchés, mais parfois ne le sont pas du tout. Et puis, on le voit bien dans la discussion avec les enfants, il y a de la suggestion, il y a du peut-être. Et ce qui est intéressant au final, c'est que ils sont arrivés à créer un projet collectif qui, quand même, à l'époque, c'est quelque chose d'innovant. Ils vont réaliser un disque ensemble avec leur production, finalement, parfois retouchée, parfois pas, et avec les conditions réunies pour permettre aux enfants d'exprimer leur créativité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important et dans un cadre scolaire, mais on voit bien que là, finalement, on n'est pas dans les matières classiques, on est dans des matières, la poésie, bien sûr que c'est classique, mais ce que je veux dire par là, c'est que on est dans quelque chose finalement qui est ludique et dans ce ludique, il y a un apprentissage qui est certain. Oui, donc ce que tu dis, Joël, c'est qu'en définitive, ce que tu as pu constater, c'est qu'au-delà de la notion de discipline, la discipline n'est pas en définitive antinomique de la liberté dans la création et permet justement cette liberté pour chacun, y compris dans le maître, y compris au niveau des élèves. Et que ce que tu as retenu aussi, c'est la notion de projet et donc d'implication dans le cadre de la réalisation et l'aboutissement de ce projet. Tout à fait. Et donc une posture qui est plutôt une posture d'altérité, qui pourrait nous inspirer, nous certainement, mais inspirer peut-être des difficultés, enfin des personnes qui rencontrent des difficultés aujourd'hui. Se poser la question pourquoi à ce moment-là, ça fonctionnait et qu'aujourd'hui, on est rentré dans quelque chose qui est finalement beaucoup plus compliqué, où on n'est plus dans l'altérité, mais on est dans l'adversité qui oppose visiblement un système éducatif avec des enfants qui ne sont pas intéressés et qui, à un moment donné, en sortent et décident. Et à un moment donné, est-ce que quelqu'un dit c'est pas possible et essaie de recomposer finalement un cadre d'enseignement qui intéresserait
qui intéresserait les enfants et qui leur permettrait cette créativité. Merci Joël. Charline, tu as levé la main. Oui, merci Edith. En fait, ce qui ressort là beaucoup du film, voilà, c'est le sens en fait. C'est la perte de sens et pourquoi les enfants ils font ça. Et alors c'est une partie qu'on va débattre cet après-midi parce que notamment on a beaucoup réfléchi sur Luc Ferry qui a proposé une réflexion sur l'école. Et justement, on va en débattre cet après-midi, mais c'est tout l'intérêt aussi de faire du sens. Alors, Joël, tu parles d'un projet avec un disque qui peut paraître ludique. Et je pense que c'est vraiment à dissocier de la notion de respect. En fait, c'est vraiment deux choses différentes. Le respect que l'enseignant peut avoir pour l'élève et que l'élève peut avoir pour l'enseignant, et la notion de sens et de valeur. Pourquoi on va à l'école? Quel est l'objectif de l'école? Quel est l'objectif de l'enseignant? C'est un débat aussi entre éducation et instruction. Et je pense que voilà, c'est vraiment cette perte de sens. Et aujourd'hui, Joël, je te rassure, dans les écoles, pour intervenir depuis 6 ans en milieu scolaire, c'est toujours pas retrouvé. On y travaille, mais le sens et pourquoi on va à l'école, c'est encore difficile. Bah, tu nous développeras ça cet après-midi, hein, Charline, en partie. Merci pour ton intervention. Peut-être qui voudrait prendre la parole, Myriam? Myriam Berada? Je réactive le micro. Effectivement, on a parlé de perte de sens. Il y a vraiment un gap immense entre notre époque et l'époque d'aujourd'hui, qui a été d'ailleurs exacerbée par l'expansion d'Internet, des réseaux sociaux. On est parti plus vers une superficialité et plus une société de consommation. Donc, une perte d'intérêt, de sens. Et c'est très problématique parce que les enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain. Les adultes d'aujourd'hui observent les adultes de demain et peut-être que cette perte de sens pourrait être de plus en plus grave avec ce qui se passe. Tu parlais, Edith, de l'exemple de l'enfant qui était nommé avec des chiffres, tout ça qui est vraiment à l'image de l'époque d'aujourd'hui. Et au final, qu'est-ce qu'il y a de plus important que le sens qu'on donne à sa vie et que les valeurs qu'on porte quotidiennement? Donc, se pose vraiment cette problématique-là qui, à mon sens, en tout cas moi personnellement, en tant qu'avocate, surtout en tant que citoyenne, en tant qu'être humain, la question du sens, pour moi, est la question la plus importante et c'est la question qui dirige ma vie. Qu'il y a vivre avec du sens, vivre avec les valeurs. Et le sens n'est rien d'autre que les valeurs qu'on porte. Un projet, par exemple, ne peut avoir du sens que parce qu'il répond à des valeurs personnelles qui elles-mêmes apportent ce sens-là. Donc voilà pour ma part. Alors peut-être perte de sens, mais également perte de motivation. Perte de motivation, perte de sens, perte de motivation aussi. Il y a une espèce de... On s'éparpille un petit peu. On s'éparpille finalement parce que pour choisir ses valeurs, il faut bien choisir des valeurs qui prennent le dessus sur d'autres. Tout ne peut pas être important. Il y a des choses qui auront plus d'importance que d'autres. Et voilà, c'est la problématique pour moi qui est posée et qui pourrait être débattue ensemble. Merci Myriam. Jean-Louis, merci d'être là. Oui, je t'avais dit que je viendrais, donc me voilà. J'ai d'ailleurs bien apprécié l'intervention de Maître Hamas, le dernier intervenant, qui m'a apporté une réflexion. Si tu veux, je voudrais, avant de parler de ton film, de ton extrait de film de Lina, que j'ai trouvé aussi très intéressant, mais pour d'autres raisons, et ça va rejoindre ce que je vais dire concernant l'intervention de Maître Hamas. Je suis toujours sceptique quant au fait qu'on va considérer que les personnes qui interviennent dans le champ des problématiques relationnelles, que ce soit les juges, par exemple, qu'on peut mettre en cause le rôle du juge et la compétence, voire la disponibilité du juge, et les compétences des travailleurs sociaux, les compétences des avocats. Et comme le disait ton confrère, il disait qu'en fait, il avait énormément de dossiers. Quand j'entendais le nombre de dossiers qu'il avait, je me disais, mais comment il peut s'en occuper de tous, tu vois? Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça devient du standard. Alors, je me suis dit quand même qu'il y a un gros problème, en réalité, de
de conception de ce qu'est le rôle des intermédiaires sociaux. Je veux dire par là, le juge est un intermédiaire social, hein. Je ne veux pas dire un médiateur parce que c'est une personne qui est entre, mais c'est un médiateur traditionnel, hein, au sens où c'est quelqu'un qui intervient entre des personnes, sauf que lui, il va arbitrer à un moment donné. Mais avant d'arbitrer, il conseille, il recommande, il discute, enfin, il essaye, quoi, selon sa disponibilité. Et je trouve que c'est important de dire selon sa disponibilité. Qu'est-ce qui s'est passé depuis l'après-guerre? Eh bien, il y a un effondrement tout simplement de la valeur humaine. C'est l'argent qui maintenant est roi, devenu complètement roi dans notre société. Le juge n'a plus le temps. Il est de moins en moins nombreux. Il a de plus en plus d'affaires. Alors, on peut lui faire le reproche de ne pas écouter les uns les autres, mais il n'a pas le temps. Et s'il écoute, il va toujours entendre la même chose. Parce que dans la précipitation, les gens vont toujours dire la même chose. Donc, ça va complètement manquer d'originalité. Et c'est ce que j'ai observé. J'entendais ça et je me disais, mais évidemment, ils n'ont pas le temps. Il faudrait qu'il y ait plus de personnes. Je l'avais dit, et on l'a dit lors de notre contribution aux États généraux du droit, dont on ne voit pas vraiment l'intérêt, puisqu'ils ont pris les textes de loi avant de nous consulter. Alors, je ne vois pas où ça va aller, nos consultations. Mais enfin, on l'a dit, les magistrats doivent avoir plus de moyens. C'est-à-dire plus de moyens, c'est être plus nombreux, tout simplement. Moi, je ne pense pas que la médiation professionnelle n'est pas là pour empêcher les magistrats d'agir dans les situations où il y a nécessité d'une attention, d'une vigilance, je dirais même d'un arbitrage. Je ne suis pas contre. Par contre, j'ai toujours dit qu'il fallait mettre en premier le dialogue, et c'est ça qui devait primer. Donc, ce que j'observe, c'est la réduction des moyens mis à la disposition du système judiciaire. Ça devient une clochardisation du système judiciaire. Ça, je trouve ça très problématique, que ce soit considéré comme ça et qu'on n'ait que des gestionnaires financiers à la gouvernance politique. Ça, c'est un grave problème. Et le deuxième point concernant ton film, eh bien, c'est la même chose. Regarde les moyens que ce prof, que cet enseignant pouvait développer à son époque de créativité. Il avait des gosses, il dit les enfants, j'ai une idée, on va faire des poèmes ensemble. Et puis, il y va, il avance dans sa démarche, il ne sait pas où il va vraiment, mais à un moment donné, il peut faire ça. Et il va avoir un soutien de l'académie, il va avoir un soutien d'un environnement, il va pouvoir… Alors on me dirait, oui, mais aujourd'hui, ça pourrait être possible éventuellement, etc. Mais non, ce n'est pas possible. Il n'y a que des gendarmes financiers partout. Je ne dis même pas des gestionnaires, des gendarmes financiers. Ils sont là et ils empêchent, ils contrôlent. À l'époque, quand on regarde ce que faisait ce prof en 1971, c'était certainement un prof qui avait dû suivre une formation du genre Célestin Freinet ou un truc comme ça. Et donc, il y avait cette possibilité. Alors, on me dira, mais aujourd'hui aussi, il y aurait cette possibilité. Mais non, c'est vachement plus difficile. On a plus envie aujourd'hui de mettre les enfants dans les écoles privées, et c'est catastrophique de penser ça, hein, mais de dire on va les mettre dans le privé plutôt que dans le public, parce que dans le public, c'est difficile. Les profs ne sont pas soutenus. Je ne vais pas citer les exemples dramatiques qu'il y a eu dans la banlieue parisienne et qui ont bien montré, cet exemple dramatique qui a bien montré que la hiérarchie de l'éducation nationale ne fait pas son travail en matière de soutien aux profs. Donc ça, c'est vrai qu'on peut avoir une attente, non pas par rapport aux profs eux-mêmes, qui sont des instruments de tout ça, c'est par rapport au choix politique, qui est de dire quelle est la priorité qu'on veut donner. Dans les années 70, la priorité, partout dans la discussion politique à l'Assemblée nationale, c'était l'éducation. Et c'était ça la première des choses. Et puis après, les jurys sont arrivés. Alors, ils ont rempli les textes de loi au point où Pompidou a dit arrêtez, à Chirac, il a dit arrêtez d'emmerder les Français avec vos textes de loi. Hein, ça vous dit quelque chose. Arrêtez d'emmerder les Français. À l'époque, on disait ça. Maintenant, on dit comment on va faire pour emmerder les Français. C'est toute une inversion dans la pensée. C'est vrai que c'est toute une inversion dans la pensée. Et aujourd'hui, on est confronté
à une dynamique gestionnaire qui limite les possibilités de tout le monde. Alors moi, je vous dirais, et je vais conclure là-dessus, je n'avais pas trop envie d'intervenir, mais vous voyez, ça m'a donné envie de parler quand même. Et je dirais qu'il faut faire attention à une chose, c'est de ne pas prendre de raccourcis concernant ce que veulent les enfants, ce à quoi ils aspireraient par rapport à leur motivation. Les enfants, ils viennent à la table de la société et ils découvrent ce que c'est que la vie. Et donc, l'école a pour mission première, pour moi, et dont vous avez entendu mon témoignage précédent, hein, je vais pas, mais donc, c'est pour ça que je ne veux pas donner des leçons sur la scolarité, parce que j'ai eu une scolarité de merde. Donc, cela dit, pour moi, l'école, ça devrait être un environnement où on va donner envie aux enfants de vivre en société. Hein, donner envie, c'est la mission première. De donner envie, de faire découvrir, de montrer, de motiver, d'impliquer, de partager, d'instruire, d'enseigner, je veux dire, de donner envie d'être libre et d'apprendre la liberté, d'apprendre la vie en société, la sociabilité, d'apprendre l'accueil. Et tout est prétexte pour pouvoir partager avec ça. Hein, l'école, sa raison d'être, c'est le droit à l'instruction. Avant, il y avait des précepteurs qui étaient exclusivement réservés à des gens, des riches ou des aristocrates dans des environnements particuliers. C'était individuel, l'instruction. Aujourd'hui, grâce à la Révolution française, pour ce qui est du pays en France, hein, et de ce qui a pu se dispenser un peu partout après, ailleurs, c'est le droit à l'instruction. Ce droit à l'instruction, c'est aussi participe du droit à l'éducation, c'est-à-dire à découvrir comment on va se comporter en société. Hein. Moi, je pense que pas des gens incompétents, les parents, en l'occurrence, quand ils sont pas compétents, on ne doit pas leur confier l'éducation exclusive des enfants. On voit bien que c'est n'importe quoi. Donc, on va considérer que l'école, c'est un lieu d'éducation et d'instruction. C'est-à-dire apprendre à se comporter en société et aussi apprendre des connaissannes, des doutes, apprendre à réfléchir. Et dans tout ce monde-là, eh bien, il faut bien voir que il faut pas que le lieu d'instruction soit un enjeu de monétisation, de fric, de spéculation, comme c'est aujourd'hui. On va former des enfants, non pas pour qu'ils puissent s'épanouir, découvrir un truc dans la société, devient poète, hein, c'est ça, c'est quand même incroyable, devient poète. Et puis on sait bien qu'il ne deviendra pas poète, on sait bien qu'il va faire un petit peu de poésie comme ça pour sa gonzesse ou pour son mec, de temps en temps, ça va lui faire plaisir. Mais c'est tout, c'est pas devient poète pour toute ta vie, quoique peut-être il y en aura. Et puis ça nous sera agréable de le lire ou de l'écouter. Mais ouvre-toi l'esprit. Et là, aujourd'hui, le problème, c'est que c'est enfermé dans un portefeuille. Et ça, pour moi, c'est le drame de l'environnement scolaire, c'est le drame de l'instruction et de l'éducation. On prépare les enfants pour qu'ils bossent dans une ligne précise. Aujourd'hui, je vais vous dire, on ne sait plus vraiment vers quoi ça va. L'économie. Hier, on se disait, tu vas devenir informaticien, tu vas devenir médecin. Maintenant, on restreint le nombre de médecins, on restreint le personnel hospitalier, on restreint le monde du droit, on restreint partout. Donc, on se dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Alors, ne dites pas que c'est les enfants qui sont démotivés. Dites que le monde politique, vraiment, ne fait pas son boulot pour ce qui est de promouvoir l'instruction et l'éducation et l'envie de la sociabilité. Je pense que quand on a vu les montées du terrorisme, à un moment donné, il ne fallait pas s'en étonner. Hein. Moi, je ne m'en suis pas étonné personnellement. Je me suis dit, c'est tout ce qu'ils ont fait? Eh bien, ce n'est pas beaucoup, hein, parce qu'ils pouvaient être en colère, vachement plus en colère que ce qu'ils ont été. Voilà le fond de ma pensée. Maintenant, on peut penser en termes de médiation, mais dites-vous bien qu'il faut commencer par faire un constat pour dire, mais à qui est-ce qu'on doit s'adresser? Alors, il ne faut pas culpabiliser les gens, il ne faut pas culpabiliser les profs, il ne faut pas culpabiliser non plus les enfants, surtout pas eux, parce que eux, ils viennent à la table de la société quand on a mis les plats sur la table. Voilà.
Je te remercie, Jean-Louis, de ces observations qui nous font sortir de certains, qui nous bougent au niveau des lignes, qui donc peut-être pour certains leur permettent de sortir de certains fatalismes fonctionnels et de poser les bonnes questions en termes déjà d'une façon pratico-pratique, budgétaire. C'est effectivement un constat que l'on peut faire dans tous les rouages aujourd'hui des administrations donc, du pays. Qui voudrait peut-être prendre la parole? Difficile après Jean-Louis, mais Henri, oui, je veux bien. Merci. Alors, moi, c'est vrai que j'ai vu tout à l'heure la vidéo de Maître Hamas, j'ai vu le film, j'écoute les discussions et en fait, en tant que médiateur professionnel, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit, en fait, plusieurs notions, plusieurs concepts, des choses qui sont notre façon d'envisager ce que c'est qu'une personne, ce que c'est qu'une relation, ce que c'est qu'un projet. Et la première chose qui me vient à l'esprit, parce que je crois que c'est un enjeu qui est vraiment un enjeu à la fois d'éducation, mais aussi un enjeu de société, c'est cette idée dont nous sommes les promoteurs, les médiateurs professionnels, qui est celle de la libre décision. Et c'est vrai que la première chose à laquelle ça me fait penser, moi, cette discussion, enfant d'hier, d'aujourd'hui et de demain, en fait, c'est tout simplement de se projeter dans qu'est-ce qu'on veut pouvoir permettre aux enfants de faire, de devenir. C'est quand même, je crois, la grande question. Et donc, la grande question, c'est est-ce qu'il s'agit d'inscrire des enfants dans des visions d'aujourd'hui, de ce que on ne sait pas ce que sera demain, pour les préparer à des choses qui vont disparaître et pour, en réalité, ne pas être dans une logique d'éducation, mais une logique de dressage, hein, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une logique de contrainte, hein, c'est une logique de préparation à des objectifs. Alors, je m'étendrai pas sur ce que dit Jean-Louis. Je crois effectivement, moi, je souscris évidemment à cette idée que, à partir du moment où on se projette dans une vision très économiste, très financiarisée, très gestionnaire, comptable de ce que doit être un projet humain, eh bien évidemment, ça a des impacts sur la façon qu'on va avoir de préparer des humains à s'insérer dans ce projet. Si le projet, c'est de gérer, eh ben, on va préparer des personnes à gérer et à être gérées. Et la façon la plus appropriée de le faire, c'est de les dresser d'une certaine façon et donc de prévoir des systèmes et de s'inscrire dans des systèmes éducatifs, de prolonger même des choses qui sont des représentations anciennes. Hein, c'est-à-dire le fait de dresser les personnes, et c'est quelque chose qui s'inscrit dans une filiation quand même ancienne de féodalité, de souveraineté, c'est toutes ces notions qui sont reliées à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, quand tout à l'heure nos amis évoquaient des enfants qui se déscolarisent, moi j'avoue que j'y vois une prise de liberté, et je ne dis pas que ce soit satisfaisant, je ne dis pas que ce ne soit pas inquiétant pour les parents. Je ne dis pas que c'est en soi ça une solution, mais j'y vois aussi l'expression d'une aspiration à de la liberté et à choisir une autre voie. Alors peut-être qu'ils l'ont pas, évidemment, ils vont pas la construire tout seuls, ces gamins, cette liberté. Donc moi, c'est la première chose que je voulais dire, c'est que il me semble que enfants d'hier, d'aujourd'hui et de demain, bah, la question c'est quels adultes voulons-nous, dans quelle société, pour quel projet. Et ça m'amène à la deuxième notion. Qui est une notion à laquelle nous sommes très attachés, c'est la notion de projet relationnel. Et là, on peut faire le lien, bien sûr, avec ce qui était évoqué tout à l'heure, où on voit bien que cette idée de projet relationnel et d'évolution d'un projet relationnel, parfois avec des heurts, parfois avec des choses très graves, comme tout à l'heure c'était évoqué, et ben c'est là aussi quelque chose qui, à mon avis, n'est pas suffisamment, et dont nous pouvons être les promoteurs, au cœur des réflexions. Comment voulons-nous être ensemble? Comment voulons-nous pouvoir articuler des façons d'envisager les problématiques auxquelles nous sommes collectivement confrontés, parfois de façon différente? Moi, j'avoue qu'il y a une expression avec laquelle je suis pas très à l'aise, c'est celle de le sens de. Pour moi, c'est quelque chose qui est assez vague, le sens de. Ce qui est plus concret, de mon point de vue, c'est plutôt cette idée du projet. Quel est le projet que nous avons? Comment faisons-nous société ensemble? Comment interagissons-nous les uns avec les autres?
comment faisons-nous pour faire en sorte d'adopter des solutions, de résoudre des problèmes, de surmonter des difficultés. Et je crois que là, il y a quelque chose qui est évidemment dans les exemples qui étaient évoqués tout à l'heure, qui est complètement oublié, où en réalité, il y a plutôt une logique qui est celle du cordon sanitaire, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on voit qu'une façon de résoudre le problème, c'est des personnes qui sont, je dirais, spontanément, naturellement vouées à être en relation ensemble, avec tout ce que ça peut comporter de positif et de négatif. Eh bien, on va mettre fin de façon radicale aux relations entre ces personnes, au motif qu'on va les protéger. On va protéger les enfants des choses qu'ils pourraient subir, mais on va aussi protéger les parents des nouveaux dommages qu'ils pourraient commettre, des nouvelles infractions qu'ils pourraient réaliser. Et moi, c'est ça que ça m'inspire. C'est-à-dire que je pense que ce qui est au cœur en fait de ce sujet, c'est la façon dont on imagine le projet qu'on a ensemble. C'est quoi être ensemble? C'est quoi avoir un projet de société? Est-ce qu'on veut avoir une société qui épanouit les individus et qui permet à des projets collectifs de trouver leur chemin? Ou est-ce qu'au contraire, on est dans des façons d'envisager les choses qui sont gestionnaires, qui sont comptables, qui sont économistes et pas économiques, qui sont vraiment avec une espèce de présupposé, d'impératif total, presque totalitaire, qui viserait à faire on doit faire des économies. Mais moi, j'ai pas envie de faire des économies de plaisir, j'ai pas envie de faire des économies de découverte, j'ai pas envie de faire des économies d'apprentissage, j'ai pas envie de faire des économies d'épanouissement dans mes activités ou d'épanouissement dans mes relations. C'est-à-dire que cette idée de faire des économies me paraît quelque chose d'absolument incompatible avec le développement humain. C'est quelque chose qui est, en tout cas, qui aujourd'hui, on en voit un petit peu l'essoufflement en réalité. Et je pense que voilà, c'est ça que moi j'aurais envie de dire. Et je terminerai là-dessus. Moi, c'est vrai que le petit film me faisait penser. Alors, si je me trompe pas, c'est 71. Donc on voit bien que c'est quand même un moment de transition. C'est pas encore 68 est passé par là, mais est tout frais. Il y a un certain nombre d'expériences éducatives qui, bien sûr, déjà à l'époque vont plus loin, comme celle de Célestin Freinet. Je pense que on voit là que on n'est pas encore complètement défait, et on voit aujourd'hui les résurgences d'une façon d'envisager l'éducation qui est une façon très autoritaire en réalité, avec une représentation de celui qui sait comme étant ascendant à celui qui ne sait pas. Et je pense que on voit bien que, et c'est un parallèle que je ferai avec la médiation professionnelle, il s'agit de créer un cadre pour que les personnes apprennent et que les personnes puissent exercer à la fois leur libre décision, leur libre réflexion. C'est-à-dire que ce qui est le point de l'objectif, c'est l'autonomie. Tout à l'heure, Jean-Louis disait, les enfants, ils arrivent à la table de la société et ils savent rien, et c'est vrai, ils savent pas grand-chose. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'ils savent beaucoup apprendre, et que il est possible de favoriser, c'est l'autonomie, c'est-à-dire créer des conditions favorables à ce que des apprentissages puissent se faire, et que parmi les apprentissages absolument cruciaux que puissent faire les enfants, c'est celui d'être en relation avec les autres. Parce qu'en fait, être en relation pour faire une start-up, pour faire du pain, pour faire une formation, on s'en fout en fait. Mais dans tout ça, on est en relation. Et il me semble que ça, c'est un apprentissage absolument crucial. Et sans doute, vous le développerez cet après-midi. Il y a évidemment des choses importantes à faire, et nombreuses et volumineuses, pour que ces apprentissages puissent se développer. Je ne crois pas que ce soit le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui sont sur des savoirs un peu froids comme ça, et beaucoup moins sur la façon d'être en interaction, d'être en relation, parce que finalement, c'est ça le moteur, en fait. Merci Henri pour ces observations. Joël, tu voulais dire aussi, tu voulais apporter peut-être des précisions? Oui, effectivement, par rapport à ce qui se passe dans l'éducation et aux conséquences que ça peut avoir sur les jeunes adultes, pour avoir passé beaucoup de temps en entreprise et avoir constaté l'étendue des dégâts, puisque en fait, quand j'entendais tout à l'heure Jean-Louis parler, ou quand je t'entends, Henri,
en fait, vous parlez de quelque chose qui s'apparente à la productivité, quelque chose dont on entend parler sans arrêt. On mesure les productivités. Alors, ça pourrait être vrai sur des chaînes de transformation de produits, ça pourrait encore se comprendre, et ça se comprend. Ceci dit, productivité dans la santé, par exemple, productivité dans l'éducation, eh ben, on voit les résultats que ça donne. Là où je voulais en venir, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand justement ces enfants arrivent à la table et qu'on n'a pas grand-chose à leur proposer, ben, eux, ils continuent d'évoluer et puis ils arrivent en entreprise. Et en entreprise, moi, qu'est-ce que j'entendais de la part des cadres, très souvent? Non, mais attends, ça ne va pas du tout. Il faut même qu'on leur fasse leur éducation. Et ça, je l'ai entendu pendant des années. Donc, ça veut bien dire qu'à un moment donné, l'enfant, en fait, et l'enfance, il y a une responsabilité qui est sociétale, qui dépasse le domaine des parents. Et comme tu le disais, Jean-Louis, il y a des parents finalement qui disent moi, je n'ai pas vraiment envie, ou peut-être qu'ils n'ont pas les compétences pour le faire. Donc, ça dépasse les parents, ça dépasse les éducateurs, et c'est une responsabilité collective. Et effectivement, chacun disant, oui, mais ce n'est pas de mon rôle, c'est pas de mon rôle d'apprendre aux personnes le respect, la politesse, etc. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, dans les entreprises, là encore, il y a un décalage, et que les managers eux-mêmes, et vous le savez, vous, médiateurs qui intervenez aussi en entreprise, pourquoi est-ce qu'on forme finalement les équipes? Parce qu'en termes relationnels, et même les jeunes ingénieurs qui sortent des écoles peuvent en témoigner, ils ne sont pas formés sur comment se mettre en relation. Donc, comment voulez-vous qu'ils managent des équipes avec un manque, un déficit d'éléments sur le relationnel? Donc ça, ce sont des choses qu'ils n'apprennent pas. Ils apprennent les grandes théories, mais ils sont ignorants dans le domaine de la relation. Et donc, ils sont confrontés à des difficultés. Eh bien, tout ça, ça a des conséquences. Et donc, il y a bien cette notion sociétale et de remettre en perspective. Bien sûr qu'on ne va pas faire ce qui se faisait en 71. Les choses, elles ont évolué avec le numérique, avec d'autres moyens. Mais il y a certainement un investissement en temps, en personnel à donner, et arrêter de vouloir tout mesurer et mettre des indicateurs de productivité sur tout ce qui peut être fait. J'entendais hier, juste pour terminer, une infirmière au lycée qui disait, moi demain, avant-hier, je vais manifester parce qu'il y en a marre, j'arrive pas à faire mon travail correctement. En fait, comme on gère tous les cas Covid, on est appelé sans arrêt. Quand on a des jeunes qui arrivent et qui sont en difficulté, et là, elle parlait de problèmes de contraception chez des lycéens, qui sont en âge, normalement, elle passe 3/4 d'heure, 1 heure avec eux pour leur donner des éléments et construire les choses. Et là, elle ne peut plus. Donc, on fait tout vite, on manque de moyens, et le résultat, c'est qu'on est dans une société qui est perdue. À un moment donné, les gens sont perdus. Merci Joëlle pour ces réflexions, parce que là, c'est vraiment le cœur du débat, c'est le problème sociétal. Mais avec quand même une notion d'apprentissage et que chaque personne, quel que soit son âge, a la possibilité d'apprendre et d'user de conscience. Alors, qui veut prendre le relais? Oui, alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je ne vais pas revenir sur tout ça, c'est très intéressant. En fait, le problème du sens, pour moi, c'est important. Par rapport au passé, effectivement, ce qui se passait autrefois, c'est que le maître, il avait la connaissance, et puis après, il y a eu Internet qui est arrivé, et donc il y a une concurrence entre l'éducation nationale et Internet. Donc ça, bien sûr que ça change complètement la donne. Et donc, la connaissance n'est plus le monopole de l'éducateur. Et puis, bon, alors ça, c'est pour le passé. En fait, le passé était organisé de façon assez stricte. Et puis, il en reste quelque chose aujourd'hui, c'est qu'il y a une façon pyramidale de gérer la productivité et avec des indicateurs, avec quelque chose d'assez rigide. Et les jeunes ingénieurs qui sortent des écoles sortent avec cette notion de rigidité. Donc, ça a fonctionné autrefois, mais aujourd'hui, on a besoin de beaucoup plus de souplesse.
et d'une autre façon de voir les choses que la façon pyramidale. Et on est dans une période de transition, mais on connaît bien la façon de fonctionner du passé, mais on ne connaît pas du tout la façon de fonctionner de l'avenir, du nouveau, de tout ce qu'on va nous demander et de ce qu'on va demander à nos enfants plus tard. C'est peut-être ça qui met un petit peu d'angoisse dans l'esprit des élèves, de se dire est-ce que ça vaut le coup de continuer à apprendre ce qu'on nous dit, parce que de toute façon, ça évolue tellement vite qu'on a l'impression parfois d'être plus efficace que nos aînés, ne serait-ce que pour manipuler un ordinateur, etc. Donc, ils ont cette impression que peut-être on n'arrivera pas à leur donner les bases qu'il leur faut pour pouvoir survivre simplement dans l'avenir. Et en fait, on n'en sait rien non plus. Donc, je pense qu'il faut, la seule chose on peut miser sur. Donc, j'ai parlé du passé, j'ai parlé de l'avenir qu'on ne connaît pas. Et si on parlait du présent, ça serait de donner des éléments qui sont modifiables. C'est-à-dire que de donner des bases qui permettent de s'adapter. Je crois qu'il faut miser sur le sens de l'adaptation de l'être humain et de nos enfants, qui vont peut-être avoir plusieurs fois à changer de profession. Et donc, qu'est-ce qui va leur servir pour s'adapter le mieux possible? Alors évidemment, des bases, tout simplement, des bases de langage, des bases de calcul, des bases d'informatique, mais aussi des bases relationnelles. Et parce que c'est vrai qu'autrefois, on avait un système simple, c'était le système hiérarchique qui a fonctionné jusqu'à présent. Mais maintenant, on va devoir s'orienter sur des systèmes beaucoup plus souples que le système hiérarchique et donc leur donner effectivement des bases de communication autres. Parce que la communication a quand même beaucoup évolué depuis quelques siècles. Il y a 3 siècles, la communication, c'était assez simple. C'était le plus fort qui gagnait. C'était la loi du plus fort. Alors qu'aujourd'hui, on va avoir, d'ailleurs, quand la société est devenue plus marchande, quand on a abandonner la société féodale pour la société marchande, il y avait déjà plus de souplesse. C'est-à-dire que c'était plus la loi du plus fort, c'était aussi la loi de l'offre et de la demande. C'est déjà un peu plus souple. Et aujourd'hui, on va avoir besoin d'évoluer vers des lois de respect de l'autre, des lois de partage, et c'est ça qu'on espère, qu'on peut attendre de la part de la qualité relationnelle. On va devoir introduire ces nouvelles matières dans l'éducation nationale. Il faut introduire la gestion du stress, il faut introduire la communication. Aujourd'hui, il n'y a pas ces matières-là, n'existent pas. On apprend les mathématiques, on apprend le français, on n'apprend pas la gestion du stress. Pourtant, c'est tellement utile. Alors, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a du coaching, c'est pour ça que nous, on essaie de boucher un petit peu les trous, mais ce serait bien que ces nouvelles matières soient introduites dans le cursus de l'éducation. Merci, belle proposition au niveau de l'éducation. Et Charline, donc, œuvre dans le cadre de la qualité relationnelle au niveau éducatif. Merci, Régis. Myriam, tu avais levé la main? Oui, tout ça est très riche et je ne reviens pas sur ce qui a déjà été dit. Mais en nous écoutant, ce qui m'est venu, c'est, puisque la thématique est amenée par enfants d'hier, d'aujourd'hui et demain, même si je rencontre beaucoup d'enfants, il y en a un que je rencontre aussi, c'est moi-même en tant qu'enfant. De cet enfant-là, intérieur, donc enfant d'hier, il me semble que ce que j'ai envie de témoigner, mais je l'avais déjà dit, je crois, dans ton bureau à Cavaillon, c'est que moi, dans mon parcours d'enfant, alors bien sûr, sur un plan conceptuel, il y a le contexte familial de notre petite histoire, enfin de ma petite histoire, et puis il y a le contexte sociétal aussi, donc de l'époque où j'étais, et celui d'aujourd'hui qui est ô combien à prendre au sérieux. Mais ce petit enfant intérieur, ce que j'ai juste envie de vous dire, c'est que si j'ai gardé, si j'ai pu développer une envie d'apprendre, qui d'ailleurs me poursuivra jusqu'au dernier jour de ma vie, c'est la qualité relationnelle des personnes que j'ai pu rencontrer, qui parfois étaient dans les institutions officielles, donc on va dire éducation nationale, et après tout mon parcours d'études, j'ai pu faire des études supérieures aussi, mais parce que j'ai rencontré des personnes à un moment
avec lesquels il y a eu une qualité relationnelle. Alors, il y a ma part personnelle, hein, j'étais certainement très en difficulté pour m'adapter à des systèmes très normatifs, ça c'est certain. Mais cette qualité relationnelle, j'en garde encore un souvenir aujourd'hui très ému, avec une très belle émotion, parce que tout à coup, j'ai pu aller sur des choses qui m'intéressaient, apprendre. Ça m'a permis de passer des examens, mais j'étais pas dans la norme du programme, je n'arrivais pas à m'y inscrire naturellement. Mais grâce à ces qualités relationnelles, grâce à ces rencontres exceptionnelles, parfois des gens tout à fait dans l'institution, parfois des personnes qui avaient un peu décidé de sortir de l'institution pour qu'on puisse voir les choses autrement à côté. Et des fois, ça m'y fait penser un peu la médiation professionnelle aujourd'hui qui cherche aussi à sortir les choses d'un cadre qui ne convient plus et qui pourrait aussi s'institutionnaliser, à condition que trop de rigueur à un moment n'étouffe pas encore le processus, parce que je me méfie beaucoup de tout ce qui est hyper structuré, qui à un moment, dans mon expérience personnelle, je n'engage que moi-même, tue cette qualité relationnelle. Donc, voilà. Et donc, j'ai vraiment pu apprendre des choses merveilleuses, aller sur mon terrain, qui n'était pas au programme d'ailleurs de l'année, mais j'ai pu l'articuler autrement. J'ai vraiment le souvenir de ces personnes encore aujourd'hui. Je ne vous les décris pas, mais ça passe de mon professeur de philosophie à mon enseignant de psycho dans mes études, mes premières études d'assistante sociale, qui ont été, voilà. Mais il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça continue dans le milieu du travail. Et ça continue aujourd'hui, même avec nous qui grandissons. Merci Myriam pour ce témoignage personnel, sachant que tu me disais, mais à l'école, je me suis ennuyée. Heureusement que j'ai rencontré des bonnes personnes, les personnes en tout cas qui m'ont correspondu et qui m'ont permis d'apprendre et d'être d'exercer le métier que tu exerces aujourd'hui. Oui, en tout cas des personnes qui n'étaient pas dans quelque chose de rigide et d'orienté obligatoirement là, malgré les contraintes parfois qu'elles-mêmes subissaient d'une organisation. Oui. Donc voilà, c'est en fait, c'est la créativité derrière. Comment permettre cette créativité tout en restant sociétalement inscrit dans quelque chose qui est en train de bouger et qui est en train de bouger d'une manière où, si on est vigilant, c'est d'éviter de robotiser l'être humain. Parce que c'est cela. Et quand, sur le terme d'adaptation, moi, je me pose la question de s'adapter. Je me suis beaucoup adaptée à plein de situations, mais s'adapter jusqu'où et pourquoi? Pour rejoindre la question du sens. Merci Myriam. Anne-Séverine. Oui, alors très, très intéressant tous ces échanges et tous ces points de vue. Les enfants d'aujourd'hui, ce que je trouve, c'est qu'ils ont énormément de ressources. C'est que au-delà donc de cette pyramide que nous, on nous a imposée et qu'on continuera d'imposer parce que je pense que c'est juste pour pouvoir cadrer la société, accès aux ressources qui est beaucoup plus ouvert. Ça se discute, mais n'empêche que ce sont des connaissances qui sont à leur portée et qu'ils peuvent mettre en place. Et ensuite, il y a justement tout ce que notre génération et l'ensemble des générations peut apporter dans cette qualité relationnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas le tout de savoir et d'avoir accès à la connaissance, c'est aussi de pouvoir échanger et de pouvoir y réfléchir. Je trouve qu'il y a pléthore de nouveaux métiers qui existent par rapport à 71 où on voit ces petits garçons habillés pareil, parlant pareil, on dirait quasiment tous les mêmes. Aujourd'hui, les ressources qui sont à portée de main permettent justement cette ouverture, ne serait-ce que dans les métiers de coaching, de bien-être, d'épanouissement et de qualité relationnelle. Donc, moi, je reste toujours optimiste de toute façon. Je pense que les enfants d'aujourd'hui, qui seront les parents de demain, vont pouvoir apporter énormément de choses et peut-être encore plus de choses que nous-mêmes sommes capables d'apporter. Donc, il faut rester ouvert. C'est sûr qu'il faut éviter toutes ces conceptions de se dire si on manque de moyens, on ne peut rien faire parce qu'aujourd'hui, même sans moyens, un enfant, un ado peut faire énormément et peut se projeter, alors non pas dans des carrières, une carrière, parce que ça c'est terminé, mais dans plein de métiers possibles et de pouvoir s'épanouir. Il restera, pour moi, le gros problème, ça va être l'électronisme, c'est-à-dire les enfants
de demain qui, eux, n'auront pas accès à Internet et autres parce qu'ils vont être encore plus à la marge que les personnes qui sont aujourd'hui défavorisées. Donc ça, c'est mon grand bémol parce que je pense que l'attrait de la connaissance restera toujours, que nous, on est là avec nos savoirs justement pour pouvoir orienter et dire que une chose peut être dite, mais qu'elle doit être aussi souvent remise en question. Mais pour ça, j'espère et je pense que les enfants auront les ressources nécessaires et qu'on pourra leur donner pour pouvoir au moins être critiques dans ce qui leur est apporté. Merci Anne-Séverine. D'ailleurs, tu rejoins en fait Régis sur la notion d'adaptabilité, de diversité, d'accueil de l'autre dans sa diversité. Et aussi, ce que tu avais mis en évidence la dernière fois, c'était aussi comme l'a plus ou moins dit rapidement Régis, c'était en fait le changement d'une famille, l'horizontalité, la verticalité. Donc jusque-là, on était dans la verticalité et là, on est de plus en plus dans une certaine horizontalité. Et donc, c'est ce qui change aussi toute la donne et toute la façon de voir, d'appréhender en fait la famille et l'interaction relationnelle. Charline. Merci Edith. En fait, la société, elle a toujours évolué, elle a toujours bougé. Ça, c'est un fait. Je pense que personne ne pourrait dire le contraire. Il y a toujours eu des évolutions, il y a toujours eu des événements qui ont fait que la société a bougé. La différence, c'est peut-être qu'aujourd'hui, ça va de plus en plus vite et qu'il y a tout un système, peut-être avec les réseaux sociaux, qui fait que c'est exacerbé, que ça va toujours plus vite. Ce qu'on a noté pour autant, c'est que depuis 2 ans, les enfants, Régis parlait d'adaptabilité, en fait, ces enfants, depuis 2 ans, ils se sont énormément adaptés. Alors, il n'y a pas eu que les enfants, il y a eu les enseignants, il y a eu les adultes, tout le monde. Mais puisque le sujet, c'est l'enfant, il faut quand même noter que les enfants se sont énormément adaptés au contexte sanitaire, aux nouvelles règles, tout ce qu'on a pu leur imposer, en fait, au-delà de toutes les contraintes du programme scolaire. Et ça, c'est vraiment quelque chose à noter sur l'adaptabilité. Enfin, ils ne se sont pas tous très bien adaptés, mais c'est vraiment quelque chose qu'on a relevé. Ils se sont pas tellement plaints pour le masque. C'est vrai qu'ils ont un peu râlé au début parce que le masque, c'était nouveau, parce qu'ils n'arrivaient pas à respirer. Ils râlent encore parce qu'on leur demande aujourd'hui de remettre le masque à l'école H24. Mais vraiment, ils s'adaptent. Ils ont une capacité d'adaptation, les enfants, qui est plus grande, je pense, que celle des adultes. Après, donc, tout est une question de personne. On ne peut pas, je pense, généraliser. Ce n'est pas nous, médiateurs professionnels, qui allons envisager des généralisations. Chacun, comme disait à un moment donné Jean-Louis, à travers cette crise, il y en a que c'est comme s'ils étaient donc en pleine pluie. Il y en a qui traversent la pluie sans être mouillés. Il y en a d'autres qui sont vraiment mouillés. Il y en a d'autres qui sont noyés. En fait, chaque personne est, comme l'indiquait Anne-Séverine aussi, vraiment un individu à part entière et donc est unique. Et donc s'adapte, certes, mais s'adapte quand on aborde des sujets comme par exemple le masque. Oui, c'est pas une question d'adaptabilité, c'est une question de vouloir être intégré aussi peut-être aux autres et à l'environnement pour justement mieux avancer. Merci en tout cas, Charline. Qui voudrait rajouter quelque chose ? Ève, tu voudrais dire quelque chose à ton niveau ? Oui, bonjour à tous. Oui, moi j'avais la réflexion là de me demander si finalement on s'adapte ou est-ce qu'on, notamment au vu du contexte, est-ce qu'on s'adapte ou est-ce qu'on se soumet, on se résigne et on abandonne. Je ne sais pas trop par moment si, c'est encore une fois du cas par cas. Je pense qu'il y a certains enfants effectivement qui vont s'adapter et bien vivre le changement. Maintenant, dans le contexte où on a vu que l'enfant reste avec une image en société de vulnérabilité ou choses comme ça. Voilà, est-ce que vraiment il dit oui, mais sans vraiment réfléchir derrière les conséquences que ça peut avoir? Et est-ce qu'il a potentiellement réfléchi? Est-ce qu'on lui a permis de réfléchir à tout ça? Moi, je sais que je vais m'adapter. Mais finalement, si je creuse cette adaptation, elle est peut-être plus de la résignation ou de l'abandon de quelque chose, quoi. C'est pas forcément, et c'est là où justement le médiateur a tout l'intérêt, c'est de pouvoir faire le distinguo entre l'altérité et l'adversité. Parce que peut-être que maintenant, avec l'intervention d'un médiateur, je vais pas le vivre comme une résignation, mais plutôt comme un choix, un réel choix que je fais. Voilà, mais peut-être qu'avant d'avoir réfléchi, j'étais plutôt dans la résignation.
Je te remercie de cette précision, Ève. Et c'est vrai que ce soit enfant ou adulte, quoi qu'il en soit, par rapport à des situations données, il y a une notion d'adaptabilité ou pas pour certains. En tant que médiateur professionnel, on a de toute façon un concept que l'on doit appliquer et que l'on doit transmettre, qui est le fait de la manière de vivre les choses et le donner prise ou lâcher prise. Si on donne prise, eh bien, on vivra peut-être difficilement les choses. Et il y a une façon de prendre effectivement une manière de vivre les choses et une manière de se mettre en distanciation par rapport à ces situations. Et c'est tout le savoir-faire et savoir-être, bien évidemment, de la médiation professionnelle. Merci, Ève. Aïcha, tu voudrais rajouter quelque chose ? Ce qui est intéressant, c'est de voir que ça donne tout le sens de l'école, je dirais, tout ce qu'on aborde depuis ce matin. C'est bien la raison pour laquelle il y a une école qui apprend tout ça, une école qui apporte des solutions. Et si on organise cette journée, c'est bien parce que nous avons déjà réfléchi à beaucoup de solutions et elles ne sont pas récentes. Au travers de notre centre de recherche, d'ailleurs, auquel vous participez tous en fonction des sujets, nous avons anticipé. Jean-Louis a démarré dans les réflexions et est accompagné par nous tous, mais il est évident que nous avons des solutions. Et donc, ça prend tout le sens. Cette profession prend tout le sens. Elle est urgente, indispensable sociétalement aujourd'hui dans ce changement. La relation, ça s'apprend. Donc, effectivement, les enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain et les adultes d'aujourd'hui étaient les enfants d'hier. Entre-temps, écoutez, il y a un certain nombre d'adultes qui ont appris des outils, qui ont appris des techniques, qui ont compris en tout cas ce qui se passe. Et donc, ils détiennent ces outils-là. Ils ont ces compétences-là. Et c'est des compétences qui s'entretiennent en permanence. Il ne s'agit pas simplement, effectivement, de considérer qu'on a appris un certain nombre d'outils pour apprendre comment fonctionnent les relations. C'est un entretien permanent des compétences. Donc, le droit à l'instruction qui est contenu dans le manifeste, il existe un manifeste qui a été réfléchi. Ce manifeste-là, il répond complètement aujourd'hui à cette problématique que nous rencontrons mondialement. Les faits sont là. La médiation professionnelle s'est construite il y a à peu près 20 ans et elle est complètement cohérente parce qu'elle est prête à apporter les réponses. Les outils de l'ingénierie relationnelle, c'est indispensable. Les enfants vont devoir apprendre à être en relation. Donc, ça veut dire que les acteurs même de l'éducation nationale, puisqu'il faut transmettre, c'est transmettre, eh bien, il va falloir apprendre différemment. Et c'est urgent, voilà. Parce que tout ce qu'on évoque depuis ce matin est forcément lié à une question d'apprentissage et de compétences. Et l'école, le PMN, bien sûr, qui s'est créée il y a une vingtaine d'années, a clairement travaillé dans ce sens et aujourd'hui a les réponses. Nous avons les réponses. Et bien oui, il va falloir se former et apprendre à être en relation autrement, de manière à ce que la construction de la société à venir puisse se faire en tenant compte des intérêts des uns et des autres. Merci beaucoup, Aïcha. Et ça va être le temps de se quitter, le moment est venu de se quitter et de passer à la troisième partie. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est que, bien à l'attention notamment de l'ensemble des gouvernances, parce que tu parles de projet de loi, donc c'est de promouvoir en fait l'instruction et qui tendra à aussi, principalement, dixit Jean-Louis, donner envie de vivre en société, apprendre la vie en société, apprendre l'accueil. Tout ça doit rentrer dans le cadre du droit à l'instruction et puis retenir aussi une idée telle qu'elle a été développée par Henri Sandromila, qui est donc comment voulons-nous vivre ensemble. Et ça, c'est vraiment, je dirais, le sens que l'on peut donner à tous nos projets que l'on pourrait élaborer. Et je terminerai par une citation. Une fois de plus, j'ai commencé par Albert Jacquard, je finirai avec Albert Jacquard qui vous dit « Il nous faut regarder l'avenir dans le regard des enfants, et en particulier quand ce regard est insoutenable. Cet avenir dépend de chacun d'entre nous. Ça ne dépend que des hommes, donc c'est réalisable. »